Comme ça, c'est bon? Bonjour, moi c'est Maude Brossard, je suis du chantier de l'économie sociale, puis je trouve que Marcel, puis Marie-Soleil et Joël viennent de mettre la table sur justement qu'est-ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Parce que bien sûr, faire autrement, penser autrement, c'est loin d'être quelque chose de rationnel. Je pense que ça fait 2 jours que vous êtes ici, puis c'est un peu ce qui vous habite. Changer les logiques, les façons de faire, c'est pas non plus mathématique. Ça prend beaucoup plus que ça. Mais quand même, pour arriver à des changements, comment on augmente notre capacité d'agir, comment on le fait, bien, c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui, en partant de ce qui nous habite pour créer un changement de logique économique. Je pense que ça sent ici partout dans la municipalité de Saint-Camille, ça sent partout aussi quand on arrive à Saint-Adrien, au BIM. Au-delà des projets, il y a vraiment un sentiment d'habiter le territoire, de transformer le territoire qui est porté par les gens. Puis j'imagine que vous êtes tous à force fraîche pour ça. Tout comme moi, j'imagine aussi que depuis que vous êtes petits, les territoires où vous avez grandi, c'est ça qui vous habitait. Et la question est sûrement venue vite, début vingtaine, sur OK, mais comment je fais pour améliorer ça? Comment je fais pour prendre ça en charge? Tout ce développement-là qui m'intéresse, qui m'habite. Donc, penser autrement, comment faire les choses autrement, c'est l'ingrédient principal, c'est ça qu'on sent quand on arrive quelque part, mais comment on se donne cette capacité d'agir-là. Entre autres, nous, je suis du chantier de l'économie sociale, on pense que pour y arriver, ça prend une prise en charge collective. Et cette prise en charge-là collective repose sur certaines façons de faire, certaines façons de s'impliquer. Bien sûr, la concertation de la société civile, des milieux partout, mais souvent, ça dérange par rapport à la logique économique. Donc, il faut le faire, mais comment se donner les moyens, se donner un rapport de force pour aller un peu plus loin dans tout ça. Donc, se donner la capacité d'agir. Au chantier de l'économie sociale, on parle beaucoup d'une économie plurielle, une économie qui appartient au collectif, qui appartient aux collectivités. Comment faire ça? C'est complexe. Ça part de ce qui nous habite, bien sûr, mais parfois, il faut se donner certaines capacités, certains moyens pour y arriver. Je suis sûre qu'il y aurait plein de témoignages ici de quels moyens ça a pris pour revitaliser l'Église ici ou faire d'autres projets dans la municipalité de Saint-Camille. D'ailleurs, qui sont les pionniers pour plusieurs, inspirants pour plusieurs municipalités du Québec. En économie sociale, il y a des balises qui sont données parce que c'est bien de partir de ce qui nous habite, de partir de ce qu'on veut transformer. Mais malheureusement, face à certaines logiques dominantes, il faut se donner un rapport de force puis se donner les conditions pour y arriver. Ce rapport de force-là passe beaucoup par la possession de ce qu'on veut faire, donc, et la pérennité. Donc, comment on prend possession des projets qu'on a, qui demeurent collectifs, puis comment on assure leur durabilité dans le temps, comment on assure que ces projets-là vont continuer de donner une rentabilité pour la communauté, ne seront pas vendus vers des intérêts externes, des intérêts pécuniaires. Donc, quelques caractéristiques durables de projets qui sont portés par les localités, puis souvent qui sont, comme Joël le disait, de l'économie sociale, donc des organisations sans but lucratif, des coopératives ou même des territoires qu'on se donne en commun pour habiter mieux le territoire. Comment on le fait? Bien, certaines caractéristiques sont quand même incontournables pour assurer cette possession par le collectif, assurer la pérennité dans le temps de ce qui nous habitait au départ quand on voulait changer notre territoire. Pendant la pandémie, par exemple, quand on parlait de relance économique, il y a un sondage léger qui a passé qui disait que les gens, 2/3 des Québécois étaient plus intéressés par justement la localité où ils habitaient, leur santé, l'environnement, que par la croissance économique. Mais c'est un peu ça, les entreprises d'économie sociale et que je disais tantôt, les corporations sans but lucratif, c'est d'abord la rentabilité à la communauté. Et c'est aussi d'abord pour servir un besoin local. Tantôt, il y avait Olivier Brière qui me parlait qu'il y a un projet en transformation alimentaire dans la localité de Saint-Camille, donc pour et par Saint-Camille. C'est vraiment ça, les caractéristiques de base des modèles collectifs. Mais aussi, bien sûr, ça répond aux aspirations, pas juste aux besoins. Des fois, c'est pas qu'on a besoin nécessairement à tout prix, c'est qu'on aspire à quelque chose. Et ça, c'est vraiment à la base de tous les projets collectifs. C'est indépendant de l'État.
Mais c'est surtout aussi de gérer démocratiquement. Donc, c'est pas parce que tu as commencé avec l'idée ou parce que tu possèdes la majorité du projet que c'est toi qui décides. Non, c'est un processus collectif, c'est démocratique. C'est un défi de penser ensemble, mais j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez passer au-delà de ce défi-là, au-delà de décider tout seul, puis que de décider démocratiquement, ça ne vous fera pas trop peur de faire ce dialogue-là et d'échanger. Et tous les surplus sont redistribués à la communauté, puis ça, c'est vraiment essentiel parce que, bien sûr, des fois, il y a des entreprises qui peuvent porter des bonnes idées, mais est-ce que vraiment ils sont en train de transformer le modèle économique, la façon de le faire, parce que les surplus retournent vers quelques personnes seulement. Mais quand ça retourne entièrement à la communauté, c'est là qu'on est en train de changer un modèle. On se dit, c'est vraiment une redistribution de la richesse qui est en train de se créer par les gens. Puis aussi, les entreprises d'économie sociale, il y a une loi au Québec, par la loi, elles ne peuvent pas être vendues. Donc, si jamais elles ferment leur reliquat, donc la possession va être redistribuée à une entreprise qui porte la même mission ou qui est dans la même communauté. Donc ces caractéristiques-là, quand je parlais de capacité d'agir, c'est un peu l'addition de qu'est-ce qui nous habite en se donnant des caractéristiques pour agir avec ce rapport de force-là. Oui, aussi, je voudrais dire que les entreprises collectives, il y a beaucoup de femmes. Elles sont la moitié des femmes dirigent les entreprises d'économie sociale. Les entreprises d'économie sociale sont dirigées par un pourcentage de 50% de femmes. C'est beaucoup plus que dans les entreprises privées. D'ailleurs, hier est sorti un indice entrepreneurial qui démontrait que l'agilité, un indice entrepreneurial, c'est un peu pour dire les caractéristiques d'un type d'entreprise. Elle existait pour les entreprises privées, mais depuis hier, elle existe pour les entreprises collectives. Ça a démontré, l'indice, qu'elles sont 2 fois plus agiles, les entreprises d'économie sociale, que les entreprises privées. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'elles sont gouvernées par des femmes, c'est pas ça que j'ai dit, mais il y a peut-être un lien quand même à faire, où on se dit que c'est juste parce que c'est ma diapo qui était là, mais quand même, cette agilité-là est importante parce que c'est ça qui nous habite. On ne le fait pas pour des intérêts rationnels, comme je disais tantôt, on le fait pour vraiment nos tripes puis qu'est-ce qu'on a envie de faire. Aussi, c'est pas surprenant qu'un sondage léger a démontré aussi que le bonheur au travail est dans les OBNL et les coopératives. C'est l'indice numéro 1. Pourquoi? Bien, parce que c'est qu'est-ce qui nous habite, encore une fois. Donc, se donner ces ingrédients-là de capacité d'agir, c'est un peu ça qui fait la transformation d'un modèle économique. Parce qu'on part de qu'est-ce qui vraiment nous habite, nos aspirations, on le met vers des caractéristiques qui sont durables, donc un modèle collectif qui a ses balises, qui a sa redistribution, puis ça, vraiment, ça change la logique économique parce qu'on n'est pas dans la même façon de penser. Fait que c'est ça qui démarre dans plusieurs localités, mais on n'a pas le choix maintenant de le penser aussi plus globalement. Parce que face à la crise environnementale actuelle, face aux inégalités de richesse, ça ne peut plus être chacun de son côté. Il va falloir vraiment augmenter notre rapport de force par rapport aux intérêts plus dominants. Puis souvent, ça, c'est difficile. Les intérêts dominants, les entreprises classiques, on a l'impression que c'est plus facile à avoir un échange avec eux, ça se règle plus vite, c'est plus des façons de faire. Mais c'est parce que les entreprises collectives, souvent, dérangent. Elles dérangent parce qu'elles confrontent le système quand même. Mais face à la crise environnementale, on n'a plus le choix de penser ensemble, de travailler ensemble. Les inégalités de richesse, c'est la même chose. Fait qu'en partant des projets qu'on porte tous localement, il faut aussi le porter dans un mouvement de transformation économique qui est basé sur le collectif, qui est basé sur les collectivités. Donc, comment bâtir ce rapport de force-là? C'est compliqué. Je vais donner juste un exemple que j'ai fait de ma maîtrise ici dans la région à l'Université de Sherbrooke. Puis ceux qui avaient fondé la coopérative funéraire de l'Estrie nous disaient que quand ils avaient commencé les premières installations, les premiers services, ils se faisaient crever les pneus des corbillards. Pourquoi? Bien parce qu'ils dérangeaient. Ils venaient de tellement déranger le prix du marché, ils venaient de le faire tomber parce qu'ils offraient un service sans but lucratif. Mais c'est ça, changer un rapport de force, c'est complexe. Les gens ne veulent pas vraiment qu'on change le rapport de force, la majorité. Ils aiment ça que ça reste de même, mais il va falloir le faire parce que devant la crise environnementale, devant les inégalités de richesse, on ne peut plus se passer du collectif, on ne peut plus se passer de l'économie sociale. C'est une façon d'aller de l'avant. Il y a Joseph Stiglitz, puis quand même au Québec, on est chanceux. Il y a Joseph Stiglitz, qui est un économiste prix Nobel, il était de passage à Montréal en 2019, qui a dit
Pour contrecarrer les inégalités, il importe de miser sur les politiques publiques, donc un dialogue avec l'État, et le développement de l'organisation sociale qui permet le bon fonctionnement de l'économie grâce à la démocratie. Donc, qu'on prenne en main notre économie, qu'on le fasse démocratiquement, qu'on ait des dialogues, que ce soit un membre, un vote dans les projets, c'est complètement essentiel pour faire un tissu social, pour avoir ce rapport de force-là et changer notre capacité d'agir. Donc, c'était un peu les points que je voulais amener aujourd'hui pour malgré les réflexions qu'on porte chacun avec nos aspirations, le projet qu'on a envie de soutenir, on fait vraiment partie de quelque chose de plus grand, puis c'est ça qui est intéressant. Donc, il faut le penser ainsi. Nous, on est au chantier de l'économie sociale. C'est une organisation sans but lucratif qui, dans le fond, essaie de devenir un petit think tank économique depuis 20 ans sur comment on construit cette économie plurielle, cette économie collective. On est associé à 22 pôles d'économie sociale partout au Québec, dont le pôle de l'Estrie ici, mais aussi 3 pôles Premières Nations. Donc, c'est comment ensemble, ancrés dans nos territoires, on arrive à faire ce changement-là, à bâtir ce rapport de force-là pour s'inscrire dans le développement économique du Québec et changer les façons de faire. Et la beauté de ça, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on est intéressé, puis c'est bien qu'avec Projet Collectif, les synthèses, c'est que tout ça, qu'est-ce qui émane des territoires, il faut l'analyser collectivement, puis il faut l'amener plus loin ensemble. Donc, quel outil nous manque? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Quelle politique publique on devrait négocier avec le gouvernement? C'est super important qu'on se parle comme aujourd'hui, qu'on ait ces dialogues-là, ces lieux de rassemblement, parce que qu'est-ce qui nous habite, au fond, c'est de transformer nos territoires, mais c'est aussi de transformer notre société, notre économie. Fait qu'il faut le faire collectivement. Puis c'est pour ça qu'avec les pôles d'économie sociale, le chantier, on essaie vraiment de participer à cette mobilisation-là, parce qu'on y croit que c'est de là que va venir l'innovation économique, c'est des citoyens. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous le sentiez, mais je pense qu'on est dans un mouvement de changement économique. On doit transformer. Au-delà de tous nos projets, c'est un mouvement de transformation économique. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se parle aujourd'hui. Donc, un peu ma conclusion, c'est devant l'urgence climatique, les inégalités sociales, le rendement aux communautés doit être aux premières loges. Et pour travailler efficacement, il faut le faire ensemble. Il faut continuer ces dialogues-là. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Merci Force fraîche et j'espère que ça met bien la table aux réflexions d'aujourd'hui. Bonne journée. Oui. J'ai eu 2 enfants. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a d'acquis? Le rapport de force est acquis. L'économie sociale est au niveau politique dans plusieurs tables gouvernementales. Il y a une loi cadre, tout ça. Il y a des projets qui sont nés comme l'aide à domicile, les CPE, que des fois on pense que c'est une politique de l'État, mais non, c'est venu d'une mobilisation citoyenne, c'est venu de groupes qui se sont regroupés. Puis ça change vraiment le portrait social. On est une des provinces les plus reconnues pour l'aide à domicile, les services de garde sans but lucratif, entre autres. Mais qu'est-ce que ça change aussi, c'est que de plus en plus, il y a des outils financiers qui ont été créés pour aider les projets qui sont portés par les collectifs. La semaine passée, il y a eu le 15e de la fiducie du chantier de l'économie sociale. C'est quoi la fiducie? C'est qu'on la fiducie voulait faire des prêts pendant 15 ans sans être remboursée. Est-ce qu'il y a une banque qui fait ça? Non, mais c'était de penser autrement le financement. C'est que quand Marseille l'a dit, c'est dur à porter pour un groupe de promoteurs, un projet. Si tu lui donnes un prêt pendant 15 ans, puis tu lui dis pas obligé de me rembourser, on y croit que tu vas y arriver, puis tu me rembourses dans 15 ans, bien ça, c'est penser autrement. Puis c'est ça qui a été fait depuis 15 ans, c'est penser autrement les outils, puis comment y arriver. Bien sûr, il reste des défis. La gouvernance démocratique, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut se rassembler, se donner nos bonnes pratiques, puis voir comment on peut le faire. Je pense qu'ici, juste à Saint-Camille, il y a sûrement une encyclopédie des bonnes façons de faire qui pourrait être documentée, là. Mais en gros, toutes sortes de choses comme ça ont changé depuis 20 ans. Et d'ailleurs, votre question m'amène à ce qu'on est prêt pour un nouveau sommet économique bientôt. Avec d'autres, au chantier de l'économie sociale, on aimerait ça l'organiser pour continuer ce rapport de force-là, comme il y a eu en 1996 puis en 2006, pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire de l'économie sociale. Merci Maude pour la présentation. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus philosophique de comment on casse le paradigme de la performance à tout prix pour prendre le temps de justement se concerter collectivement et justement amener ce motto-là de
ensemble, on va plus loin plutôt que seul, on va plus vite. Puis l'ancrer dans le discours économique du développement là, du Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Marcel. Mais dans le fond, moi, c'était un chercheur anglais qui avait un peu répondu à cette question-là quand j'étais en mission sur les communs. Puis ce qu'il avait dit, il dit, vous avez la chance, c'était avant la pandémie, mais il dit, vous avez la chance au Québec d'avoir de l'immobilier qui n'a pas encore vécu la spéculation que d'autres grandes villes ont vécu. Fait que ce que ça vous laisse le temps, justement, de faire des erreurs, d'essayer. Fait que peut-être que la solution, comme tu disais, Maude, tantôt, c'est d'être propriétaire de nos infrastructures. Fait que si on pouvait peut-être faire des achats collectivement d'infrastructures, de bâtiments, de terrains, puis les donner gratuitement ou à des prix vraiment symboliques au projet, là, on aurait peut-être le temps. Mais tu sais, je pense que tu l'avais déjà nommé, là, c'est d'être... Mais je pense que devant les inégalités de richesse et la crise climatique, c'est qu'on ne peut plus se passer de le faire collectivement. Puis faire collectivement, oui, c'est peut-être moins un réflexe, dire « Ah, ben lui, il va me régler ça tout seul ». Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça frappe des murs, cette réflexion-là. Puis de le faire collectivement, bien, il faut le prouver ensemble qu'on a été aussi efficace, mais peut-être pas efficace en termes de minutes, mais efficace en termes de durabilité. Puis c'est ça que des modèles comme le CPE, par exemple, ont démontré. Donc, je pense que c'est de le faire, comme Marcel vient de le dire, dans plusieurs secteurs collectivement. C'est un mode de développement, dans le fond, dans tous les secteurs aussi, là. Mais je ne sais pas, vous pouvez aussi apporter, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questionnements ou trouvaient que les propos étaient pas tout à fait avec ce qu'ils ont vécu, ou est-ce que n'importe quelle question, ça va. S'il y en a d'autres, sinon je vais laisser David. Il me semble qu'au chantier, vous travaillez aussi sur les politiques d'achat pour que les institutions intègrent l'économie sociale dans leurs critères, puis que ça devienne, mettons, si on peut aller avec une entreprise d'économie sociale, bien, on va le faire, versus une entreprise privée. Puis c'est dans un balado, il y avait un gars de l'Artère, qui est un OBNL dans le domaine de l'urbanisme, puis il y avait des propos vraiment intéressants que je vais moins bien résumer, mais vous irez écouter ça. Puis ce qu'il disait, dans le fond, c'est que ça n'a pas de bon sens qu'une municipalité qui décide de développer son territoire le fasse avec une entreprise privée qui, au final, va empocher le profit, alors que c'est un bien tellement précieux, le territoire, la collectivité, puis que justement, de savoir qu'on va faire affaire avec un OBNL ou une coopérative qui a à cœur de réinvestir les profits dans la communauté, bien, ça devrait tellement être un réflexe. Fait que pour des dépenses qui sont publiques, de les faire avec une entreprise d'économie sociale versus une entreprise privée, ça tombe tellement sous le sens. Fait que espérons que ça va encore plus faire son chemin, puis qu'un jour, ça va être que ça. Oui, tout à fait. Puis il y a Gatineau qui a été précurseur avec une politique d'achat dans ce sens-là, une politique d'économie sociale. Mais je sais que là, on entend que Sherbrooke veut le faire, Laval. Donc, vraiment, c'est en train de changer, justement, le paradigme. J'ai une question pour, je ne sais pas si elle est pour toi, Maude. Je jette un pavé dans la mare parce que je trouve que c'est un sujet tabou qui a été peu abordé. Quand on entend économie sociale, on entend des porteurs de projets qui ont du mal à en vivre. Et en fait, quand on est porteur de projet, avant que le projet génère un salaire pour celui qui porte le projet, il se passe un bout de temps. Comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant que porteur de projet dans l'économie sociale et quels sont les moyens de se financer et quelle endurance économique il faut avoir pour réussir à vivre de l'économie sociale? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la municipalité ici ou un entrepreneur collectif de Saint-Camille qui voudrait répondre à comment eux ont fait. Mais je pense que... En fait, peut-être que cette question, je la pose à d'autres aussi qui vont intervenir plus tard. C'est l'idée qu'on se fait de l'économie sociale. Et j'ai autour de moi des gens dans ce registre-là et qui, en fait, c'est pas loin d'être du bénévolat pour une bonne période avant que le projet se concrétise et se finance. Donc, quels sont les moyens de se financer quand on a cette passion et cette envie qui t'honore? Tu es super inspirante là-dedans, mais comment est-ce qu'on en vit?
Bien, d'abord, c'est ça. C'est sûr qu'effectivement, ça prend une mobilisation collective. Puis il y a Joël qui me disait que quand ils ont fait le rang 13 ici, la coop, c'était des, je ne sais plus combien de semaines à chaque soir qui se réunissaient. Fait que c'est sûr que ça prend du temps. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'en économie sociale, les salaires sont aussi compétitifs que le secteur privé ou parce que oui, il y a des façons de se financer. Puis la beauté, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre votre maison en crédit pour le faire parce que c'est collectif. Donc, ce n'est pas à propos de tes biens personnels, c'est à propos d'un collectif, c'est d'autres outils financiers, c'est d'autres appuis. Puis, il ne faut pas penser que c'est vivre sur des subventions. Là, il y a plein d'entreprises privées comme Bombardier qui vivent aussi sur des subventions. Fait que c'est vraiment de dire non, d'aller voir les gouvernements locaux, le gouvernement provincial, de dire nous, on a besoin de ce prêt-là, on a besoin de cette subvention-là parce qu'on démarre quelque chose qui va apporter une richesse économique, une richesse sociale. Donc, il ne faut pas se gêner pour ça. Mais effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Puis c'est beaucoup d'efforts au départ, mais il y a une avenue, bien sûr, pour ceux qui travaillent à temps plein de gagner leur vie. Mais je pense, un bon sujet d'échange pour voir cas par cas comment chacun a pu y arriver, là. Donc, on poursuit la discussion. Merci énormément, Maude. Merci énormément pour cette réflexion-là. Puis merci énormément d'avoir embarqué dans l'aventure du sommet. Vous avez été enthousiaste avec le réseau des pôles d'économie sociale. Puis lors de nos discussions préliminaires au sommet, j'ai la chance de côtoyer le monde du chantier depuis plusieurs années, mais j'ai senti une ouverture extrêmement grande à réfléchir de manière holistique à l'économie, les interactions avec les autres modèles d'affaires, de ne pas être fermé, mais plutôt d'être dans une perspective où comment on peut se nourrir mutuellement. Je pense que pour n'importe quel entrepreneur en milieu rural, puis que je ne suis pas, moi je porte un organisme à but non lucratif et ça me parle la question. D'ailleurs, Martin Merlino est sur mon conseil d'administration et donc sa question m'interpelle directement. Puis j'espère que toutes les forces fraîches qui se trouvent interpellées par cette question-là, vous réalisez que vous êtes dans une communauté de porteurs de projets qui avaient des réponses les uns pour les autres. Donc, si vous avez ce besoin-là de trouver des pistes de réflexion pour monétiser vos projets, je vous invite à lancer cette question-là dans la salle. Vous risquez de trouver des leçons puis des perles de sagesse. Mais ceci étant dit, mon message, c'est surtout de dire merci énormément d'ouvrir le dialogue, puis merci de le garder ouvert, merci d'innover parce que l'économie sociale est ultra importante. C'est un pan qui est mal compris, mais plus on est capable de le démocratiser, de l'expliquer, plus on est capable d'avoir des interactions privées, publiques, sociales, etc., plus on va réellement innover, plus on va avoir un impact. Et donc, merci énormément d'être là. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à la deuxième portion de cette matinée. On a quand même deux programmations simultanément avec deux thématiques qui sont très claires. D'une part, on a nos amis partenaires de Vision Attractivité qui sont ici, qui présentent une série de rencontres et d'ateliers sur l'accès au logement. Un des plus gros défis de développement social, développement économique de nos territoires, qu'on parle dans les milieux urbains ou milieux ruraux. Et donc, même s'il y a plein de monde qui se pose la question, je pense qu'on est loin d'avoir trouvé la réponse. Et donc, vous avez une réflexion à ce sujet-là. On va commencer par deux panels qui vont vous amener des réflexions, mais c'est des panels, vous allez voir, de petits groupes. Donc, on est là pour échanger avec vous. Là, on va parler d'abord d'accès au logement, d'abordabilité, puis d'innovation pour accès au logement. Je vais laisser Vanessa Cournoyer revenir en avant pour vous présenter les panels. Puis après, on est en atelier d'intelligence collective pour réfléchir à l'accès au logement. C'est quoi les obstacles? C'est quoi les pistes de solutions? Et surtout, de quelle manière on peut collaborer à développer des solutions innovantes? La solution, elle ne viendra pas exclusivement du privé ou exclusivement des coopératives ou exclusivement des OBNL ou exclusivement des municipalités. Elle va venir d'une réflexion holistique. On doit tous devenir plus sophistiqués par rapport à cette situation-là. Puis on n'est pas sorti du bois. Fait que je vous invite fortement à participer à cet atelier-là. Ma collègue Amélie Arès va l'animer en présentiel et notre collègue Anne-Julie Vallée va l'animer en virtuel. Parallèlement à ça, à la salle Félix Leclerc, il y a une série de rencontres sur l'importance de la revalorisation des bâtiments patrimoniaux. On a des porteurs de projets d'un peu partout au Québec qui sont présents dans la salle, sur le panel, qui vont partager leurs défis, leur processus de développement. Beaucoup d'obstacles pour ceux qui portent des projets d'église. Là, je vous lève mon chapeau. J'ai rarement vu un chemin de croix comme ça. Fait que lâchez pas la patate. Là.
Puis par la suite, il y a plusieurs disons, ateliers qui ont été développés par des porteurs de projets. On va parler de mobilisation citoyenne. On a la gang on a la chance d'avoir Andréane Jalbert, conseillère en patrimoine culturel du Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui est là pour donner les bonnes pratiques qu'ils ont trouvées. On a Zoé Lamontagne, puis Sonia Dumont qui vont parler de mobilisation citoyenne, de mobilisation citoyenne pour développer les projets. Malheureusement, on était supposé avoir François, qui est un expert en fiducie sociale, d'utilité sociale, puis qui malheureusement est malade et ne pourra pas se joindre à nous. Ça nous donne la chance, en fait, de donner la parole à Daniel et Mireille, 2 porteurs de projet de Lance au Griffon, qui portent un projet de cœur depuis des années, qui ont une foule de défis, puis qui ont envie d'avoir votre intelligence collective pour les aider à avancer. Tout ça va se passer à la salle Félix-Leclerc. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une magnifique matinée.